Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique ou au-delà. Aujourd'hui, nous partons en République démocratique du Congo, au cœur d'un territoire emblématique mais aussi profondément complexe, celui du parc national de Kahuzi-Biega. Un espace de biodiversité exceptionnel, mais aussi marqué par des tensions historiques entre aires protégées et communautés riveraines. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Sinamoula, technicien en développement rural, option environnement et développement durable, acteur de la conservation et ancien chef de programme conservation et reforestation au sein de plusieurs organisations. Jacques a mené des travaux de recherche sur les conflits entre les communautés pygmées riveraines et le parc national de Kahuzi-Biega. Il est aujourd'hui le fondateur de Fin Zéro RDC, une organisation qui apporte une approche innovante, celle de la conservation communautaire. Avec lui, nous allons discuter des enjeux, des défis, mais surtout des solutions concrètes pour concilier conservation de la nature et droits des communautés locales. Alors, bonne écoute. Alors, je vais vous laisser la parole tout de suite, Jacques. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, vous pourriez nous présenter rapidement votre parcours et ce qui vous a conduit à vous engager dans la conservation et le développement rural en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, chers auditeurs et auditrices. Je suis Jacques Chinamula Kachaganya depuis la République démocratique du Congo. Je suis technicien en développement rural, option environnement et développement durable. Je suis finaliste de l'Institut supérieur pour le développement rural ISER Bukavu. Je suis ici d'une communauté minoritaire pygmée autour du parc national de Kahuzi-Biega, une aire protégée créée depuis 1970 par Adrien de Scriver, c'est un Allemand. Au départ, ce qui m'a inspiré à faire le développement rural en RDC, c'est pour que les communautés riveraines et les communautés rurales soient résilientes, pour que cette communauté soit indépendante d'elle-même, de ne plus dépendre aux urgences et à des aides humanitaires. Pour la question, pour commencer, le conflit qui oppose les communautés riveraines pygmées a commencé en 1970, en mois d'octobre, lorsqu'Adrien Descriver a rencontré le premier pygmée autour du parc national de Kahuzi-Biega. Ils ont discuté avec lui et ont pris des compromis, un cahier de charges qui n'a jamais été respecté jusqu'à aujourd'hui. Alors, et cette vision qui m'a poussé à m'investir dans la conservation et dans le développement rural, c'est pour qu'il y ait une communauté indépendante qui ne dépende plus des urgences, qui ne dépende plus des aides humanitaires, mais qui dépendent de leurs propres moyens de subsistance grâce à leurs ressources locales. Merci pour cette première question. Merci Jacques pour cette entrée en matière. Donc vous avez travaillé comme chef de programme conservation et reforestation dans plusieurs organisations. Est-ce que vous pouvez partager avec nos auditeurs les réalités de terrain qui vous ont le plus marqué? Évidemment, madame, vous allez comprendre que nos nombreuses organisations ne sont pas là pour le développement. Et je crois bien, partout dans le monde entier, les ONG n'ont jamais développé le pays. Ça, c'est le pas du gouvernement qui doit s'impliquer pour le développement durable de son pays, mais pas les organisations. Alors, j'ai travaillé dans des organisations comme chef de programme de conservation et reforestation, mais nombreuses organisations ne sont pas là pour développer, ne sont pas là pour répondre aux besoins réels de la communauté riveraine, voire bien même ils n'impliquent pas les bénéficiaires dans l'analyse du contexte. Ils imaginent, ils conçoivent leur projet dans leur bureau, ils viennent déjà proposer les projets. Et peut-être que le projet n'est pas prioritaire aux besoins de la population. C'est pourquoi j'ai initié l'organisation Fin Zéro, parce que c'est une organisation où les bénéficiaires eux-mêmes se sont choisis l'idée comment eux-mêmes, moi étant pygmée, avec mes collègues, avec mes amis pygmées, comment nous pouvons avoir notre propre organisation qui peut répondre à nos besoins intimes. C'est pourquoi cette organisation Fin Zéro a été créée sous l'innovation de la conservation communautaire, afin de vouloir mettre la population riveraine au centre de la réponse de conservation. C'est ça la deuxième question. On aura l'occasion de revenir plus en détail sur l'organisation Fin Zéro. Mais avant ça, peut-être Oui. pour donner un peu de contexte à nos auditeurs, vous avez mené donc des recherches sur les conflits qui existent
entre les communautés pygmées riveraines et le parc national. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine et la nature de ces conflits, Jacques? Comme je l'avais déjà souligné, l'origine de ces conflits depuis 1970. Les premiers pygmées rencontrés autour du Penkabe en 1970, c'est Pilipili. Les Pilipili, c'est mon grand-père qui a été rencontré par Adrien Descriver à Chivanga, qui est aujourd'hui le site, les camps de Chivanga. Alors, il y a des clauses qui ont été prises entre les deux grandes personnalités. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, et les prédécesseurs d'Adrien Descriver ne sont jamais impliqués. Elle et les gouvernements congolais, les gouvernements central, les gouvernements provinciaux et d'autres bailleurs de fonds ne sont jamais impliqués dans l'origine des conflits. Mais les conflits en soi se résident au niveau de non-respect des cahiers de charges. Car les conflits ont commencé en 1970, les pygmées vivaient dans les parcs et on les a chassés, les pygmées, dans les parcs. Aujourd'hui, les pygmées vivent sans identité parcellaire, c'est-à-dire ils n'ont pas d'abri. Ils vivent comme des gens qui n'existent pas. Alors, vous allez comprendre que l'origine de ces conflits est qu'il n'y a pas le respect des cahiers de charges vis-à-vis des conventions prises entre l'Allemand Adrien Descriver et les communautés riveraines pygmées depuis octobre 1970. Oui, c'est très clair. Et donc, quels sont les impacts de ces conflits, à la fois sur les communautés locales et sur la conservation de la biodiversité du parc? Les impacts au niveau de la communauté, il reste directement, les communautés pygmées sont des communautés qui sont aujourd'hui sans abri. Les communautés pygmées sont des communautés qui sont sans abri. Les communautés les plus vulnérables. Alors, cet impact au niveau de la communauté riveraine, comme je venais de le souligner, sont les plus marginalisés de toute autre communauté. Les sans-abri, si je peux le dire, ils n'ont pas d'identité parcellaire. Bon, j'aurais peut-être à vous envoyer les images, vous palpez les images des maisons d'habitation des communautés pygmées, vous allez voir. Maintenant, l'impact au niveau du parc national de Kaouzi-Biega, il y a déjà surexploitation du parc. Aujourd'hui, nous assistons à 300 km détruits dans le parc national de Kaouzi-Biega, où il y a abattage d'arbres, le braconnage, l'exploitation minière dans les parcs, où il y a toute activité menée dans les parcs qui est une zone protégée, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tous ces impacts sont là parce que juste les communautés riveraines ne sont pas prises en compte pendant la réponse des conservations. Mais alors, du coup, face à ça, Jacques, on parle de plus en plus de conservation communautaire. Comment vous pourriez définir cette approche, dans le cas précis, hein, du conflit qui oppose aujourd'hui euh, les communautés riveraines et puis le parc, et en quoi cette approche de conservation communautaire se distingue des modèles plus classiques de conservation? Oui, madame, ça s'explique la conservation communautaire. La conservation communautaire n'est qu'une autre implication que la communauté riveraine au centre de la réponse de conservation. Donc, c'est une approche qui consiste directement à concilier la préservation de la diversité biologique et développement socio-économique et en valorisant les traditions et en général les revenus au niveau local. C'est-à-dire, les communautés riveraines elles-mêmes régénèrent leurs moyens de subsistance, leur développement socio-économique à partir de cette approche. Tandis que la conservation classique, elle sépare directement des activités humaines et la conservation. Donc, cette approche vise juste à mettre un accès sur les activités humaines vis-à-vis de la conservation. Parce qu'on ne peut pas dire la conservation durable tant que les communautés riveraines n'ont pas une conservation au niveau de leurs ressources locales. Mais alors concrètement, Jacques, quelles pistes de solutions concrètes vous avez identifiées justement pour réduire les conflits, renforcer la cohabitation entre ces communautés riveraines et le parc, tout en assurant évidemment le développement des communautés? Bon, oui, depuis 1970, comme je le disais, nombreuses organisations ONG internationales, comme la GIZ de KFW, PNID, interviennent pour la réponse des communautés riveraines pygmées. Oui, et ont même des réponses, mais les réponses sont à court terme, à moyen terme. Mais ils n'ont pas peut-être envisagé des réponses à grande échelle. Alors, c'est pourquoi des pistes de solutions
à long terme. Parce que nous ne sommes pas là. Nous, en tant qu'acteurs de développement, on ne peut pas répondre des problèmes à court et à moyen terme. On doit répondre à long terme. À long terme, on doit d'abord régler les conflits fonciers qui opposent aujourd'hui les communautés riveraines pygmées et les parcs nationaux des Kaouzi-Biega. Parce que lorsque vous faites l'interview avec les pygmées, ils vont vous dire que nous partons dans les parcs parce que nous n'avons pas d'abri. Nous n'avons pas de parcelles où nous pouvons construire nos habitations. On doit d'abord répondre aux conflits fonciers. On doit aussi intégrer cette communauté riveraine pygmée dans d'autres communautés autour du parc. Autour du parc, il y a nombreuses communautés. Les communautés bantoues, les communautés légales, les communautés... On doit intégrer aussi les communautés pygmées dans d'autres communautés, qu'elles se sentent aussi comme... qu'elles ne se sentent pas comme des communautés marginalisées, qu'elles se sentent au même rang, au même niveau que d'autres communautés. On doit aussi faire une facilitation et accès au crédit de développement des commerces. C'est-à-dire, les pygmées ne doivent pas dépendre non plus de la chasse, cueillette, mais s'ils sont bien intégrés dans la communauté, ils doivent aussi les faciliter à avoir des crédits pour développer leur commerce. On doit aussi les octroyer des associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC. C'est-à-dire, on doit créer des groupes associatifs dans les milliers. Dès qu'ils sont déjà insérés, on les regroupe à 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes. On leur donne un crédit rotatif. Ça peut être un crédit rotatif agricole, un crédit rotatif d'élevage et les crédits de commerce. Ils doivent les permettre déjà à dépendre de les ressources au niveau local que dépendent des ressources naturelles du parc national de Kaouzi-Biega. Ce sont les pistes de solutions que nous avons envisagées à notre niveau pour résoudre le problème à long terme, tout en se basant d'abord pour les premiers conflits, c'est les conflits fonciers. Et donc, Jacques, vous avez créé l'organisation Fin Zéro RDC. Sans rentrer dans le détail de tout, est-ce que vous pouvez nous dire un peu aujourd'hui quelles sont les priorités de l'organisation et quelles actions concrètes ont été menées et sont menées aujourd'hui sur le terrain? Oui, cette organisation Fin Zéro, d'abord, je vais commencer par sa vision. Sa vision était d'éradiquer l'insécurité alimentaire de toutes ses formes, la malnutrition, la pauvreté extrême, en mettant les valeurs pratiques à la communauté plus vulnérable et leurs auto-prises en charge, tout en développant d'autres modes de vie socio-économiques et sociales sans dépendre d'autres ressources, mais en dépendant des ressources locales, en utilisant l'agroécologique, l'agroforesterie comme clé de vie. Et aussi notre priorité, c'est une communauté rurale indépendante. Parmi nos priorités, des générations futures basées sur la conservation et la préservation des écosystèmes, lutter contre l'insécurité alimentaire, promouvoir l'agriculture durable et pérenne, combattre la malnutrition, améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement, renforcer l'éducation et la sensibilisation environnementale, réduire les inégalités sociales, plaider et faire les partenariats et la restauration des écosystèmes dégradés sont les priorités de notre organisation Fin Zéro. Ouais, très intéressant. Et alors, comment votre approche, donc cette approche de conservation communautaire qui est portée par Fin Zéro RDC, contribue à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et aussi à la protection des écosystèmes? Et bien évidemment, c'est pourquoi j'ai dit que nombreuses organisations veulent répondre aux besoins de la conservation juste en ignorant, en mettant à l'écart les communautés riveraines. Mais quant à notre niveau, comme organisation Fin Zéro, nous accompagnons juste les ressources, les séances, nous accompagnons les performances des communautés riveraines. Cet accompagnement vise des séances de renforcement des capacités participatives également et inclusives. Inclusive, c'est-à-dire il y a les violences, les survivants des violences sexuelles ici chez nous, les personnes handicapées, les communautés les plus marginalisées, toutes sont représentées dans des séances de renforcement des capacités. Et aussi, nous mettons des champs d'expérimentation. Lorsqu'il y a déjà finish des renforcements des capacités, il y a des champs d'expérimentation dans chaque groupement, dans chaque village, dans chaque sous-village, pour que les bénéficiaires de renforcement des capacités utilisent des pratiques dans ce terrain et pour qu'ils aillent les pratiquer dans leur champ propre. Et aussi, la réduction de la pauvreté est réduite par l'agroalimentaire. Là, il y a l'élevage et l'agriculture.
la gestion locale, des ressources locales à milliers ne dépendent plus d'aide humanitaire, sauf en cas de la crise. Lorsqu'il y a, comme ces derniers temps, il y a la situation du M23 et la rébellion rwandaise chez nous, nombreuses personnes ont fui leur ménage, les gens dépendent de l'urgence. Maintenant, il n'y a plus de la résilience parce que toute la majorité des personnes sont déplacées internes. Mais avant que cette situation ne se présente chez nous, les gens déjà dépendaient de leurs ressources eux-mêmes. À partir de nos activités, on accompagne, on renforce les capacités à partir des coopératives agricoles, les organisations à base communautaire, les associations villageoises d'épargne et de crédit sont renforcées les capacités sur les techniques agricoles pour réduire l'insécurité alimentaire. Nous leur donnons même les semences Mm. les semences qui sont biofortifiées et de qualité pour essayer un peu de réduire à l'insécurité alimentaire. Au niveau de la protection des écosystèmes, les communautés ont elles-mêmes les propres modes de conservation, mais juste parce qu'elles ne sont pas mises au centre de la conservation, elles ne participent pas à la préservation de la biodiversité. Mais nous, à notre niveau, nous utilisons de changer et grâce à notre procédure de la conservation communautaire, nous faisons le boisement avec les communautés riveraines, c'est-à-dire eux-mêmes identifient les semences d'arbres des différentes espèces, eux-mêmes font les pépinières, eux-mêmes font les germoirs et partent déjà dans leur champ pour planter ça. On fait l'utilisation d'engrais organiques dans leur champ, l'utilisation des foyers écologiques à argile. Les foyers écologiques à argile sont des foyers écologiques fabriqués par les boues, la boue de sol, argile, sont des modes, des moyens pour un peu essayer de faire de la conservation communautaire au niveau local. Et sont des initiatives portées par l'organisation Fin Zéro, comme je le disais. Très intéressant. Merci Jacques. On en a un petit peu parlé depuis le début de notre entretien, mais quels sont aujourd'hui finalement les principaux freins à la mise en œuvre de la conservation communautaire en RDC? Est-ce que problème de gouvernance, financement, problème aussi de dialogue? Enfin, c'est sans doute un mix de beaucoup de différents facteurs, mais voilà, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots les principaux freins aujourd'hui que vous pouvez constater sur le terrain pour mettre en œuvre cette conservation communautaire? Oui, vous savez toujours que la RDC, c'est un pays qui est en processus de développement. Et ce qui freine la conservation au niveau de notre pays, il y a d'abord la mauvaise gouvernance. Car les communautés riveraines ne participent pas à l'élaboration de la politique publique, évidemment. Donc, il n'y a pas un système de redevabilité entre les gouvernants et les gouvernés et qui peut permettre que cette conservation soit mise en application. Il y a aussi insuffisance de financement aux organisations qui ont cette approche. Et à notre niveau, nous avons des approches, des idées, nous avons même des activités au niveau du terrain, mais parce que les financements fait blocage, rien n'évolue. Aussi, il y a aussi la reconnaissance de ces droits. Bon, le sous-sol appartient à l'État, ici chez nous. Mais comme le gouvernement central ne s'est jamais impliqué dans les dossiers dans les problèmes de conflits fonciers opposant les communautés pygmées et les parcs nationaux de Kaouzi-Biega, il y a aussi cette non-reconnaissance des droits au niveau des communautés riveraines, voire aussi même les dialogues. Mm. Ce sont ces éléments qui freinent la conservation communautaire en RDC. Et c'est pourquoi vous allez voir tous les aires protégées de la République démocratique du Congo sont aujourd'hui en proie à cause de la non-applicabilité de cette conservation communautaire, qui est une approche innovante pour un peu essayer d'atténuer les risques de, de l'exploitation des aires protégées. Très intéressant. Merci Jacques. On arrive à la fin de notre entretien. Pour conclure, est-ce que vous auriez un message à adresser aux décideurs, aux gestionnaires d'aires protégées et aux partenaires techniques pour renforcer la place des communautés dans la conservation? Oui, merci madame. Le message à donner aux décideurs et gestionnaires et les partenaires qui sont intégrés pleinement dans les communautés locales et dans la conservation et développer aussi, permettre aussi qu'il y ait une prise en compte des communautés riveraines dans les cahiers des charges, dans les ébauches des projets, qu'il y ait implication des communautés riveraines pygmées dans toute activité de conservation. Mais aussi, un autre message
à faire et qu'il y ait déjà les partenariats, déjà des bonnes volontés, qu'ils nouent des partenariats avec les organisations qui ont l'approche de conservation communautaire, qui veulent impliquer les communautés riveraines dans toute intervention. Bon. Mais là, pour toutes les informations claires par rapport à la conservation communautaire autour du parc national de Kahuzi-Biega dans la province de Sud Kivu, qu'il leur plaise de nous contacter, nous, organisation Fin Zéro, nous pouvons avoir des éléments, des orientations à faire, ou bien même leur accompagnement peut nous être fiable, intéressant pour répondre aux risques de l'exploitation du parc national de Kahuzi-Biega et essayer un peu de mettre en pratique les méthodes de conservation communautaire pour une conservation durable des écosystèmes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jacques. Merci d'être venu témoigner aujourd'hui à notre antenne. C'était un échange riche et profondément ancré dans les réalités du terrain. Et vos travaux, votre engagement rappellent que la conservation ne peut être durable que si elle intègre pleinement les communautés locales, leurs savoirs, leurs besoins et leurs droits. Alors merci beaucoup, Jacques. Je vous remercie, madame, et je remercie infiniment les auditeurs et les auditrices pour cette interview d'aujourd'hui. En effet, merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir suivi ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation. Et si cet échange vous a interpellé, alors n'hésitez pas à le partager et à soutenir les initiatives qui placent les communautés au cœur de la protection de la biodiversité.